Dans cette interview, on va évoquer les moyens d'accéder au base jump. On va aussi parler de l'aspect psychologique du base, et notamment l'état d'esprit et l'état de conscience qu'il faut avoir avant de commencer la discipline. Il s'agit ici d'une discussion et d'une ouverture sur une discipline en plein développement. Elle a pour vocation d'apporter des pistes de réflexion pour tous ceux qui aimeraient s'y mettre. Avec Yon, Victor, Renaud et Megan, on verra de quelle manière ils ont commencé le base, et dans quel contexte. Et on va surtout parler du mentoring, des FJC, et donc de la meilleure manière de commencer le base jump. On verra aussi les pièges que peut comporter chacune de ces méthodes, de la relation mentor et mentoré, et de l'avenir de ces types d'apprentissage. Et on finira par un petit peu d'accidentologie. D'ailleurs, faut que je vous prévienne, l'interview que vous vous apprêtez à voir comporte des discussions franches sur les risques de mort dans la pratique du base jump. Certains propos pourraient donc heurter la sensibilité de certaines personnes. Cette discipline, considérée comme extrême, peut amener par définition à des conséquences extrêmes en cas d'erreur. C'est pourquoi elle ne doit être pratiquée que par des gens expérimentés et surtout pleinement conscients des risques. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. Comment commencer le base jump en se préparant à ce genre de risque, en évitant un maximum de pièges pour pouvoir commencer le base jump dans les meilleures conditions. Alors bonjour à tous, on est ici au CERP Alsace à Strasbourg et particulièrement au niveau du musée du parachutisme. Donc j'aimerais remercier le CERP à Strasbourg et le musée pour nous avoir permis de pouvoir tourner cette interview sur le base jump dans un lieu qui est vraiment un lieu particulier. Donc derrière moi en plus il y a la combinaison, on la verra peut-être un peu plus tard, de Patrick de Gaillardon, grand personnage du parachutisme et du base jump. Ce podcast ou interview sur le base jump c'est quelque chose qui me tient à cœur. On va essayer de parler d'un sujet qu'on entend un peu moins qui est celui du mentoring. Et qui est le début du base jump et la première manière d'enseigner en fait aux personnes cette discipline. Donc on a Victor, on a Renaud et on a Megan. Et j'aimerais donner la parole à Victor pour qu'il se présente un peu au niveau du base. Donc moi c'est Victor, je suis professionnel du parachutisme pour ce qui est de mon métier et je fais du base jump depuis 2018. J'ai environ 450 sauts de base, assez variés même s'il y a quand même une grosse proportion de glisseurs haut, montagne, 2 pièces, monopièces et maintenant wingsuit. Et j'ai eu l'immense privilège de pouvoir commencer le base jump sans avoir besoin de passer par une école professionnelle parce que j'ai été formé depuis le début et intégralement par Yon qui a accepté de m'accompagner dans ce chemin-là. Je m'appelle Renaud, donc si on peut parler de carrière, pour moi c'est surtout le parachutisme, démarré en 2011 avec environ 2500 sauts. Et je suis initiateur B2 et B4. Le base jump, j'ai commencé il y a 3 ans et j'ai fait une trentaine de sauts en tout, donc très peu d'expérience de base à mon actif et exclusivement tracksuit. J'ai jamais eu de wingsuit ou de mono. J'ai fait du pont et du glisseur haut, du glisseur bas, un peu de falaise et surtout, j'ai eu l'immense privilège d'être mentoré par Yon ici présent. Et aussi un petit peu Victor, puisqu'il était présent à tous nos base trips et que, évidemment, avec son expérience, j'ai bénéficié aussi de ses conseils. Donc voilà, je les considère un peu tous les deux comme déjà les personnes qui m'ont emmené au base, ça c'est sûr. Sans le binôme, ça se serait pas fait. Mais voilà, mon mentor, c'est Yon. Ouais, maman et papa, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Moi, je faisais la partie logistique et puis lui, il faisait la partie base jump. Et pliage. Voilà. Et pliage. Merci Renaud. Megan, je t'en prie. J'ai commencé le parachutisme à l'été 2020 et ça fait 3 ans et demi que je fais du base avec une 300aine de sauts aussi assez variés entre glisseur bas et glisseur haut. Et à contrario de Victor et Renaud, moi je n'ai pas eu l'immense privilège de commencer avec Yon. On s'est quand même rencontrés avant ta FJC. Oui, on s'est rencontrés juste avant. Mais du coup j'ai fait une FJC avec David. David Lafrag from Instagram. Ça c'est important pour que les gens sachent bien de qui on parle. Ok. Génial. Je vais me présenter rapidement. Moi je m'appelle Yon Miel, j'ai commencé le base je suis dans ma 11e année de base. J'ai une pratique éclectique, que ce soit de wingsuit, du glisseur bas. Particulièrement, j'aime ouvrir des sauts qui sont techniques. Et puis, comme vous l'avez vu, je suis le mentor de Victor, de Renaud, et pas de Megan. Plus tard, c'est plus tard. Même si Megan, Megan a bénéficié ensuite d'un accompagnement de ta part, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Dans la suite de sa progression. Ce qui est important de noter dans le cadre de ce podcast quand même, c'est de savoir comment toi tu as commencé le base jump. Pour ma part, j'ai commencé seul. Je fais partie des personnes qui se sont faites toutes seules. Alors, bien sûr en cherchant des informations à travers le net, en allant à la rencontre de certaines personnes, mais je suis quelqu'un qui s'est fait seul. Et c'est pas forcément la manière dont je recommande de commencer le base jump, ça c'est certain. Juste avant, j'aimerais faire un petit speech, alors ça va être bizarre parce qu'on
peut parler de cela, mais il n'y a aucun conflit d'intérêt concernant en fait le base et l'argent. On a des professionnels du parachutisme, c'est certes, mais en base jump, il n'y a jamais eu un rapport d'argent entre nous, ni de près ni de loin. On est bien d'accord. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez voir au fur et à mesure, parce que justement actuellement deux visions s'opposent, sont peut-être même complémentaires entre le mentoring qui est une approche désintéressée de l'argent et puis la FJC qui forcément fait rémunérer puisque c'est un forum de course. Mais on aura ce débat un peu plus loin. On peut quand même noter que des gens ont réussi à inventer le mentoring payant. Voilà. Oui. Mais dans le cadre de ce podcast, on parlera bien de mentoring pour ce qui n'est pas payant et de FJC pour ce qui est apprendre le base jump en payant des gens. Tout à fait. On a parlé du lien nucléique du base, donc en fait ce qui nous rapproche pour refaire la cascade. Moi je me suis fait tout seul, Victor j'ai mentoré, Renaud qui est au final une composante de nous deux, de Victor et moi-même. Et puis on a Mégane qui a fait une FJC et qui, d'ailleurs, tu nous as suivi un peu plus tard en fait, de la FJC. En fait, le fait que je t'ai rencontré juste avant la FJC, on avait gardé contact, tu es aussi venu vers moi pour me donner des conseils, enfin bref, on a juste échangé sur le base jump. Qu'est-ce qui a fait que quand tu m'as rencontré, tu es quand même allé faire ta FJC et tu t'es pas dit, tiens, est-ce que je ferai de la mentoring? Elle avait déjà payé. Et puis, l'argent était déjà pris. voilà, c'était déjà payé. Et puis, de toute façon, tu étais attiré par le cours de David à la base. Tu n'y es pas allé à reculons. Tu t'es pas dit, fais chier, il faut que je paye un cours et tout. Ça te paraissait naturel, en fait, de passer par là. Ouais. Et donc, Yon, qui a fait un peu interférer dans la chose, ça n'a pas changé grand-chose, finalement. Non, mais en même temps, on s'est rencontrés peu de temps après. Je pense que ça devait être un mois avant la FJC. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, c'était déjà booké. Et toi, de toute façon, ça te paraissait le chemin le plus naturel pour toi, d'acheter une FJC. Ouais, parce qu'en même temps, j'avais pas trop connaissance de mentoring autour de moi, j'avais pas quelqu'un qui... Ouais, c'est ça. Point important. Voilà, c'est le point important. En fait, finalement, toi, tu as vécu le début de base jump classique des gens qui sont sur une DZ et puis qui n'ont pas trop de contacts et puis qui se disent comment je fais pour débuter. Et la seule option qui te paraissait la seule que tu connaissais finalement, c'était la FJC. Ouais, voilà. c'est exactement. Si on peut juste revenir un peu sur les motivations respectives de chacun, qu'est-ce qui a amené à commencer le base ou qui vous a donné la motivation de franchir le pas? Moi, c'est simple. J'ai vu un reportage dans 7 à 8 en 2012 qui parlait du wingsuit base, en gros. Il y avait, donc on a retrouvé entre-temps le reportage, on l'a regardé avec le recul. Et moi, je l'ai même repartagé. Un super reportage qui montrait comment ça marche avec évidemment les dangers puisque les journalistes aiment bien toujours mettre ça en avant, mais surtout la bonne ambiance, les trips, les van trips à la Dankroll, à Lauterbrunnen. Et je me suis dit en voyant ce reportage, un jour dans ma vie je vais faire du wingsuit base, ça m'a vraiment attiré tout de suite. Et dans la foulée j'ai réservé ma PAC au Cerf Alsace pour l'été qui suivait et j'avais dans un coin de ma tête l'idée de faire du base. Faut quand même noter que contrairement à d'autres, quand je suis arrivé à la PAC, j'ai pas dit mon objectif c'est de faire du base, etc. J'avais compris que ça serait un travail. Ça a été le mien, voilà. Pas que toi, c'est pas le pire, mais voilà. J'avais ça dans un coin de la tête et j'avais compris déjà à l'époque que ça serait un cheminement qui serait très long. Et finalement, moi, ce que je tire presque une fierté de ça, il m'a fallu 10 ans entre le moment où j'ai vu le reportage et le moment où j'ai fait mon premier wingsuit base. Donc j'ai mis 10 ans et chaque étape de ces 10 années, que ce soit en parachutisme, avec le fait de devenir professionnel par ailleurs, qui a été presque un hasard, et tout ce que j'ai fait en base jump avant de faire mon premier saut de wingsuit base, c'est des excellents souvenirs et c'est finalement les 10 ans étaient presque meilleurs que le saut en lui-même qui a été fait 10 ans jour pour jour après le jour où j'ai découvert ça par le reportage. Et toi Renaud? Alors ce qui m'a motivé, moi je répondrais presque à l'envers. C'est-à-dire que mes rêves de gamin de sauter d'un avion ou de sauter de quoi que ce soit, de voler, de planer, qui doit remonter la première fois où j'ai vu G.I. Joe, en gros. Voilà, ça c'est un petit spoil sur mon âge. Toi, t'as pas la ref, hein? Non. Je m'en doutais. Bon, c'est un dessin animé d'il y a 70 ans. Effectivement, avec la culture générale, globale, on va se dire que le base, de toute façon, c'est un truc dangereux ou c'est un truc de fou furieux. Donc, il est normal qu'avec le temps, je me sois dirigé vers le parachutisme, qui me semblait quelque chose d'un peu plus accessible et raisonnable. Et j'avais mis tout simplement le base de côté dans ma tête en me disant, de toute façon, le base jump, c'est trop dangereux, c'est trop tout ce qu'on veut. Donc, je pense que j'aurais jamais fait de base de ma vie si je ne vous avais pas comme ami et si je t'avais pas rencontré Yon. Moi, c'est pas qu'est-ce qui m'a attiré vers le base. Il serait peut-être plus intelligent ou intéressant, disons, de dire qu'est-ce qui m'a empêché de faire du base. Et c'est lorsque ces freins, en fait, à l'activité sont tombés
que finalement je me suis rendu compte que j'étais peut-être prêt et que j'allais pouvoir découvrir cette discipline géniale. Parce qu'il faut quand même se souvenir qu'en 2012-2013, quand nous on commençait le parachutisme, moi j'ai un souvenir très net d'une conversation où on s'était dit un jour on fera du base, c'est sûr et certain. Vrai, et toi en fait t'as eu ta famille, ton travail, etc. qui ont fait que ça... Surtout les discours de certaines personnes. Ah oui, il y a aussi... qui à un moment nous ont fait comprendre que de toute façon le base jump c'est un truc de débile, qu'on finit par se buter. C'est ça. L'ambiance en 2012, au parachutisme en général et au CERP Alsace en particulier, il y avait plein de gens qui ne connaissaient pas le base jump et qui jugeaient ça bêtement en disant c'est trop dangereux, c'est un truc d'idiot. Et il y avait ceux qui faisaient du base jump et qui pour se donner des grands airs et faire les fiers, disaient c'est un truc d'élite, il faut avoir des milliers de sauts en parachutisme, il faut être vraiment ultra pointu et vous en serez jamais là, donc vous ferez jamais de base quoi. En gros c'était ce qu'on nous disait. Et il y avait même une critique des personnes qui se permettaient de commencer à dire qu'ils en feraient et ainsi de suite. Donc il y avait aussi cette espèce de côté secret sur le base jump. Fallait pas en parler trop fort, fallait pas trop le dire. Et donc en fin de compte, ça met des barrières qui font qu'à un moment je me suis dit moi le parachutisme je m'éclate, c'est génial. Le base jump c'est pas pour moi. C'est tout. Et ce qui distingue Yon de beaucoup de ces gens de l'époque et qui a un peu cassé cette image et fait que la mentalité sur le base jump a changé ici, c'est le fait que lui, il était ouvert et qu'il avait envie de partager sa passion. Contrairement à d'autres qui utilisaient le base jump pour se faire mousser, quoi, en gros. Tu peux revenir sur Megan si tu veux bien. Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir faire du base jump? Moi, en fait, c'est venu de fil en aiguille. C'est-à-dire que tout d'abord, j'ai commencé... Couture. La couture, Non, sans la couture. Ça a commencé sur un karting. Exactement. Ça a commencé sur un karting. Puis en fait, je voulais ouvrir un autre projet qui était de faire de la chute libre indoor, enfin de rajouter ça à mon karting. Et j'ai essayé en faisant du tunnel et j'ai trouvé... c'est sérieux en plus, c'est sérieux. Je crois que c'était une connerie depuis le début. De ton karting, t'avais voulu. Oui, voilà, c'est vraiment, c'était pas... Je voulais monter une soufflerie et donc t'as fait de la soufflerie. Voilà, je voulais monter une soufflerie, donc j'ai fait de la soufflerie. Et j'ai trouvé les sensations géniales, j'ai trouvé ça super. Puis ensuite, je me suis dit, en fait, pourquoi pas en faire en extérieur que de rester dans un tube. Donc c'est comme ça qu'ensuite j'ai fait ma PAC, puis j'ai adoré. Puis ensuite, je me suis dit, pourquoi pas aussi en faire dehors, depuis une montagne. Je me suis renseignée et aussi le fait en fait d'avoir moins de cadres et d'avoir une pratique plus libre m'a attiré. Et surtout d'être en pleine nature, de pouvoir sauter et de voler de différents objets. C'est ce qui est extraordinaire, on le voit d'ailleurs dans la discussion, c'est que chacun a ses motivations qui sont forcément personnelles et ce qui donne d'ailleurs un point de vue subjectif qui va alimenter d'ailleurs le débat au fur et à mesure de la discussion. Pour ma part, en fait, le base jump, ce qui m'a motivé, c'est que de par ma profession auparavant, j'aime tout ce qui est technique, j'aime en fait à toucher. Alors quand j'ai dit l'extrême, c'est pas l'adrénaline parce que c'est pas du tout quelque chose qui m'attire, mais c'est plutôt calculer, utiliser son cerveau pour accomplir quelque chose. D'ailleurs, on va le voir et on continuera le débat dessus. Le base jump, il est quand même beaucoup plus mental, je pense que tout le monde est d'accord, qu'il est physique. Sauf si, bien sûr, on fait des accès en alpin où on vous demande d'avoir certaines capacités physiques. Mais dans la réalité, il est bien plus mental. Ce qui demande en fait pas mal de connaissances et moi, ce qui m'attirait, c'est ça. Et d'une certaine manière, ce qui m'a attiré aussi, c'était une personne que je me citer qui s'appelle Le Bret, qui est une légende d'un base jump urbain, qui est un base jump assez bas, avec des accès, et ça me donnait une sorte d'équivalence de l'armée d'un temps où j'ai passé dans l'institution, qui était l'infiltration, et puis l'exfiltration, et tout ce petit côté un peu urbex, c'est un peu sympathique. Comment débuter le base jump? Dans le sens où, avant de commencer le base, pour vous, quelle était dans votre esprit la manière de commencer le base? Moi, à l'époque où j'ai pensé aux bases, et donc dès 2012, et ensuite au moment où on a commencé en 2017-2018, c'était un peu les balbutiements des écoles de base, mais c'était pas encore très développé, quoi. Il n'y avait pas des pubs dans Paramag pour une école qu'on ne citera pas. Moi, ça me semblait naturel que ça se fasse par mentoring. Je m'étais un peu renseigné sur le forum de la FBA, etc. Enfin, j'avais lu le forum de la FBA à l'époque. Et voilà, c'était évident que... 2 secondes, juste pour les gens, parce qu'ils ne comprennent pas. FBA, c'est French Base Association. Et pour faire une petite entrée dedans, c'est que avant, pour apprendre le bas, c'était initiatique et il fallait aller sur des forums ou alors aller sur les exits, qui étaient des exits très connus. Exit, c'est de là où on saute. Pour rencontrer des gens. Et la FBA, c'était les personnes qui mettaient comme une sorte de petit forum les impressions, leurs expériences, parce qu'on devait également révolutionner les sauts qui étaient par exemple bas. À cette époque-là, ça se faisait pas trop. Et c'était un vivier de savoir, un peu rugueux, il faut avouer, mais c'était un vrai vivier de savoir et qui permettait aux gens de pouvoir évoluer.
Donc les gens qui voulaient accéder aux bases devaient passer par ce forum. Et Voilà, ça, c'est ça. on a parlé de mentoring. Ouais. Et donc ouais, pour moi c'était le mentoring, c'était la voie logique. Et après j'avais en tête de me dire voilà, à force de traîner sur les paraclubs, etc. Puisque entre temps je commençais à me diriger vers le fait de devenir professionnel, bah ça finirait bien par arriver. Et en fait finalement j'ai pas cherché activement. Mais bah, nous, on s'est rencontrés ici. Moi, je travaillais déjà là quand tu as fait ta formation au PAC. Finalement, tu t'es vachement mis dans le base et quelques années après, tu avais déjà le niveau pour me former et ça s'est fait comme ça naturellement. Et donc, pour moi, c'était une voie logique et j'aurais jamais, même quand j'ai entendu parler des FJC, pour moi, c'était inadmissible de commencer comme ça. Un euro, c'est un euro. Bah déjà il y a l'aspect coût qui est évident pour moi et puis même c'était pas ma conception du truc quoi. Et toi Renaud, d'une certaine manière tu as un peu répondu déjà à la question je trouve, mais comment commencer le base, quelles étaient les possibilités pour toi de commencer? Pour moi, forcément, comme il y avait cet aspect un peu sacralisé du base, il fallait un très très gros niveau technique. Ça, moi j'étais En chute. Ah oui, En chute, parachutisme. voilà, pour moi il fallait que tout soit vraiment sous-cortical, c'est-à-dire qu'on devait sauter comme on marche ou comme on s'habille le matin. Donc j'estimais qu'il fallait maîtriser son corps dans l'espace dans toutes les positions, et donc il fallait avoir un excellent niveau à plat et un excellent niveau vertical. Et j'avais d'ailleurs même dit, mais sans le penser vraiment très sérieusement, je commencerai jamais le base jump tant que je ne suis pas initiateur à plat et en vertical. Et bon, pour la petite anecdote, tu t'en souviens, quelques années avant que je commence, et où on discutait de base pour le plaisir, parce que moi ça m'intéressait, je le voyais plus comme quelqu'un d'intéressant et d'intriguant, et pas comme mon futur mentor. Tu parles de moi là, intéressant, bien sûr. On discutait de base jump, et tu avais laissé entendre que peut-être un jour j'allais m'y mettre aussi, et moi je t'avais fait comprendre que ça n'arriverait jamais, parce que j'étais encore dans cette aura que de toute façon le base jump c'est beaucoup trop dangereux, et que ça nécessite un niveau technique hors du commun. Et je t'avais dit, mais plutôt un peu en déconnant, on ne discutera pas de base jump tant que je ne suis pas initiateur B2, initiateur B4. Okay. Et c'est vrai que quand j'ai validé mon init B4, tu traînais dans le club peu de temps après, et tu étais venu me dire félicitations pour ton init free fly, merci. Et je me suis demandé, putain, est-ce qu'il s'en souvient le cochon quoi? Et tu m'as dit, bah, t'es prêt pour le base maintenant? Okay. C'est pas faux. Donc c'est vrai que là tu m'avais un peu coincé, parce que sur ce plan-là, sur le niveau technique, c'est vrai que je commençais à me sentir, disons, suffisamment évolué et performant dans ma carrière de parachutiste. Mais ça, c'est que le point numéro 1. Le point numéro 2, et celui-là était finalement encore beaucoup plus important, c'est que ça nécessitait un niveau de confiance ultime dans la personne qui allait m'emmener. C'est un point important, quand je coupe. Un point capital. À aucun moment, j'imaginais que j'allais faire mon premier saut de base avec les connaissances techniques d'un bon baseux qui a quelques années d'expérience, une expertise au pliage, que j'ai déjà 300 pliages et que je maîtrise tout ça à la perfection. Je savais très bien que les débuts d'un base jumper se font avec une expérience nulle, avec un bagage technique, on va dire, juste suffisant, avec une expérience au pliage qui nécessite le contrôle d'une tierce personne, et que vu que tous ces points sont engageants pour la sécurité et même potentiellement la survie, ça ne peut se faire qu'avec une personne en qui on a une confiance totale. Donc même quelqu'un qui aurait eu une réputation et ainsi de suite, ça ne m'aurait jamais suffi. Il fallait que je sois à un niveau de certitude totale. Et j'ai atteint ce niveau de confiance totale avec toi, et je n'aurais pas pu l'atteindre avec un inconnu. C'est un point intéressant parce que justement un peu plus tard on verra avec les FJC de ce que c'est l'instructorat et puis de ce que c'est le mentoring. Qui s'autoproclame être instructeur vu qu'il n'y a pas de cadre fédéral? Je n'encourage pas à avoir un cadre fédéral. Et c'est un point critique parce que justement il y a aussi la confiance et des fois l'ignorance conduit à faire, alors pas tout le temps des mauvais choix, mais conduit à ne pas avoir tout le spectre de choix et arriver à être motivé par des bonnes choses. Et toi, pour toi, quel était le voie proposé? Comment débuter base? Comment... Pour moi c'est différent, j'ai pas commencé le parachutisme à la même époque que Victor. Donc du coup, ça fait l'archive. J'ai juste commencé plus tard, c'est tout. Et donc du coup, en fait, il y avait déjà pas mal de FJC, c'était assez répandu. Et lors d'un voyage au Portugal pour faire du parachutisme, j'ai sympathisé avec une personne qui s'était inscrite à la FJC. De David, c'est ça? De David, ouais, okay. Tout à fait. Et au final, je me suis dit, en fait, pourquoi pas moi aussi? Et c'est comme ça. Tu es parti sur la FJC de David juste parce que la personne au Portugal t'a dit va vers David, ou au contraire tu as essayé de parcourir le spectre des FJC avant de choisir celle de David? Comment ça s'est passé? Si, je me suis un peu renseigné, j'ai regardé.
C'était David parce que... À cause d'Instagram. À cause d'Instagram, voilà, soyons clairs. On essaye d'avoir des... Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Ça, c'est... J'avais peur qu'il allait sortir un truc. Donc, Non, c'est la vérité. non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est Ah, mais merde, non, c'était simplement parce que il fait des petits groupes. Donc c'était 4 maximum. Alors que il y en a d'autres où on peut être à 10, 15, ça c'est quelque chose qui me plaisait pas. L'autre chose, j'avais eu des bons retours, enfin j'avais juste demandé un petit peu autour de moi, j'avais eu des bons retours. Et pourquoi toi ça t'intéressait que ce soit un petit groupe? Ça te mettait plus en confiance sur la qualité ou... Ouais, je pense que tu es mieux encadré si Ouais. c'est un petit groupe que si tu te retrouves, je sais pas, à 8 avec un seul instructeur, je pense que c'est pas possible. Ouais, ça te donne un Parce que sentiment je pense d'usine que- comme ça, un peu... Ouais, et je pense aussi que juste la transmission de connaissances, etc., et le suivi en fait de ta progression sur les 2 semaines, elle peut pas être aussi bonne. Moi j'ai fait une FJC à 1, tu vois. C'est Avec Bah, deux c'est- coachs. Bah, en vrai, sérieusement, si l'objet c'est de comparer le mentoring et les FJC, eh ben, clairement, le mentoring c'est un FJC à 1 en fait. Ah oui. C'est très rare qu'un mentor emmène 2-3 élèves en même temps. Généralement, ça va être vraiment une relation de confiance avec un élève, avec un ami généralement qui va être amené à sauter. Avec un encadrement vraiment sur mesure. Quoi. Voilà, Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ça fait un pont sur la prochaine question. Est-ce que pour vous, c'est le mentoring, c'est la voie d'excellence d'un système initiatique ou au contraire, ce serait peut-être techniquement plutôt un FJC? La problématique, c'est que les FJC, bah, c'est quand même le mec qui a décidé qu'il voulait gagner de la thune et qui s'auto-proclame prof de base. Donc, il n'y a aucun contrôle. En parachutisme, jamais de la vie, il y a un mec qui pourrait décider d'être moniteur PAC du jour au lendemain, comme ça, en le décrétant. Donc, de facto, la FJC, elle pose problème pour ça. Mais le mentoring, finalement, c'est la même chose. Donc, j'ai envie de dire que c'est quand même quelque chose d'hybride et de très gris, en fait. Il n'y a pas de vérité. Il vaut mieux une bonne FJC qu'un mauvais mentoring, mais l'idéal, la perfection, et pour moi, c'est ce que j'estime avoir eu la chance de bénéficier, bah, c'est un mentoring de bonne qualité. Oui, donc pourquoi on parle d'FJC et pourquoi on se permet de parler d'FJC alors que nous-mêmes, bah, on n'a pas assisté à FJC sauf Mégane? C'est parce qu'on connaît les gens qui font des FJC, on a passé du temps avec eux, on les a croisés sur des exits. Avec certains, on a même eu des relations en faisant des événements à travers le monde et aussi des échanges techniques. Donc notre but, c'est pas d'appuyer sur quelqu'un pour dire ça c'est mal, ça c'est bon. C'est juste de dire on a un recul nécessaire au bout de 11 années et au bout de liens d'amitié ou de connaissances pour pouvoir parler des FJC et savoir de quoi nous parlons. C'est ça. Ouais, Et puis il y a une disparité selon les écoles. Et puis on a, en traînant sur les exits, on voit les FJC à l'œuvre en direct. C'est-à-dire que si tu traînes à Mio, tu vois des FJC. Si tu traînes au Brento, tu vois des FJC aussi. À l'auteur Brunnen aussi. Et donc on a, enfin moi j'ai comparé plusieurs FJC en direct, en ayant même le privilège de sauter au sein de la FJC même, en étant invité à partager quelques sauts. Quoi. Les pièges du mentoring, un peu d'après vous, parce qu'on est un peu rentré dedans, quels seraient-ils? Eh ben justement, ça rejoint un petit peu ce qu'avait dit Victor sur le côté positif, négatif d'une FJC. C'est qu'à un moment, quelqu'un qui est déjà dans la place, qui a déjà une certaine expérience et qui, de notoriété publique, n'a pas encore tué beaucoup de monde, il peut au moins se prétendre capable de ça. Un mentor que tu n'as jamais vu à l'œuvre, qui n'a aucune popularité sur les réseaux ou autres, même si c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à dénigrer ou à discréditer, il sort aussi de nulle part, avec une influence locale et finalement aucun contrôle. Donc quand tu es sous l'emprise de quelqu'un que tu admires, que tu respectes parce qu'il est plus évolué que toi ou du moins qui te le fait sentir, tu peux en fait être amené à te faire mentorer par quelqu'un qui en fin de compte est un guignol et tu n'auras pas forcément les moyens de le savoir. Ça arrive souvent, dans une petite parenthèse, il y a énormément d'histoires de mentors qui ont fait même la BFL. La BFL, alors BFL ça veut dire Base Fatality List, c'est une liste qui retrace toutes les mortalités et fatalités de base jump en essayant d'avoir un peu comme un rétex comme aérien, les causes, les incidences et puis des retours d'expérience qui sont très utiles. On encourage d'ailleurs tout le monde à commencer, on est tous d'accord, avec la lecture de la BFL parce que ça permet de pouvoir au moins recadrer ça. Quand tu n'as jamais fait de base et que tu as envie d'en faire et que tu t'adresses à quelqu'un qui a déjà sauté, qui a du matériel, qui connaît les exits et qui va te parler du base, tu n'as aucun moyen d'évaluer si la personne a un vrai background, une vraie qualité technique et qu'elle est capable de t'enseigner en toute sécurité ou si c'est un blaireau. C'est extrêmement difficile. Mais alors, que ce soit en mentoring ou en FJC. Oui, y a-t-il un certain lien d'amitié pour être mentoré? Bah, Est-ce que c'est obligatoire d'après vous?
D'après Pour moi, oui. D'après moi, Ouais. oui, c'est clair. Et Parce que tu investis de ton temps, de l'énergie, et tu dois avoir un lien d'amitié avec la personne pour que tu aies la motivation. Autrement, je ne vois pas une personne mentorer quelqu'un qui n'aime pas. Et tu penses pas qu'on peut mentorer quelqu'un, par exemple, ce qui s'est fait avant. On était dans les exits très connus en France, les gens faisaient des navettes. Alors des navettes, c'est parce que certains sauts, il faut marcher longtemps, et avec une voiture, ça nous permet de marcher un peu moins. Et des gens viennent et regardent, et au fur et à mesure, c'est là où ils commencent aussi à faire du bass, quoi. Est-ce qu'on peut pas faire naître des liens d'amitié au début, c'est juste des affinités, voir quelqu'un qui est cool. Mais est-ce qu'il faut que les liens d'amitié soient intrinsèquement avant de commencer le base, ou est-ce qu'ils peuvent au final se révéler au fur et à mesure de l'apprentissage? Bah pour moi justement, non, pour moi c'est clair qu'il y a forcément amitié dans le mentoring. Avant le mentoring. Avant, parce que c'est le seul moyen d'avoir la motivation de le faire, encore une fois. Et quand tu donnes l'exemple des gens qui allaient faire des navettes aux personnes déjà baseuses en espérant être ensuite mentorées, bah en fait c'était créer de facto le lien d'amitié. La navette c'était juste un prétexte pour sympathiser avec les gens. Et ça permettait aussi de prouver la motivation des gens. Parce que aujourd'hui, il suffit de lâcher 2000 balles pour prouver sa motivation. À l'époque, il fallait passer des semaines à faire des navettes aux gens, à dire voilà, je veux sauter, je veux sauter, je veux sauter. Et à force, fallait leur casser les oreilles. Et quand ils en avaient suffisamment marre, là, ils acceptaient de te former, quoi. Après, c'est pas que la motivation, mais je pense qu'aussi, tu es obligé de connaître un peu la personne avant Bien de sûr, le mentorer. Pour savoir si la personne elle est capable, ou si c'est le bon moment pour elle de commencer le base, ou si elle devrait faire plutôt autre chose avant, développer d'autres compétences, etc. Je suis à 100% d'accord. Maintenant, c'est sûr que ce serait plutôt un mentor de dire ça. Mais je pense que tu es d'accord, Yon, que la responsabilité que tu prends sur tes épaules, en plus sans bénéfice secondaire financier, de mentorer quelqu'un, il faut que tu sois relativement sûr de toi, il faut que tu connaisses un peu la personne. Et la connaître sur le plan technique, bah, ça peut s'exprimer par un bagage, un nombre de sauts, etc. Mais la connaître sur le plan mental, ça nécessite une connaissance de l'humain qui est plus approfondie et qui n'a pas marqué sur un carnet de sauts. Donc ce qui rend le mentoring d'une certaine manière un peu difficile parce qu'elle demande la création des liens. Oui, tout à fait. Et les liens d'avant. Et puis ça implique aussi autre chose, c'est qu'il y a une forme de sélection beaucoup plus drastique, puisque la personne faisant une FJC a forcément une considération économique et financière derrière. Donc le nombre d'élèves qu'accepte un enseignant FJC conditionne directement son chiffre d'affaires et ses revenus. Donc forcément, il va être moins exigeant que quelqu'un qui va devoir se coltiner le même travail gratuitement. Et donc, à l'époque où il n'y avait que le mentoring et où les FJC, ça n'existait pas, il fallait vraiment être accepté par les autres pour ce qu'on était. Et aujourd'hui, bah, on est accepté pour les autres, principalement, enfin, en partie pour des raisons financières, quoi. Est-ce que d'ailleurs, j'ai pas posé cette question, j'aimerais te poser, Megan, tu peux devenir ami avec ton instructeur de FJC? Oui, je pense que je suis amie avec David, j'espère. Oui, après, c'est un personnage David. qui a une bonhomie, donc on a envie d'être un ami. C'est une FJC, et il y en a d'autres qui sont très bien, bien évidemment. Mais on a envie d'être son ami, je pense qu'il pratique ça par aussi. Après, voilà, métier. je pense que ça dépend. Tu peux nouer des liens d'amitié ou pas avec ton instructeur, je pense que ça dépend de la personne. Je suis pas sûre que j'aurais noué un lien d'amitié avec d'autres instructeurs, ça c'est sûr. Mais bah après, on voit beaucoup d'exemples. Momo, qui est donc aussi instructeur FJC, il a des super liens avec beaucoup de ses anciens élèves. Ça se fait quand même beaucoup. Je pense qu'il y en a d'autres, ils voient tellement d'élèves passer qu'ils n'ont pas forcément le temps de devenir amis avec tout le monde. Il y a une chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que avant on parlait donc des mentors qui n'ont pas lieu d'être mentors. Par contre, on n'a pas parlé, parce qu'ils n'avaient pas donc, les compétences, etc. Mais on n'a pas parlé des personnes qui sont compétentes, mais qui n'ont pas forcément la compétence de transmettre. Ah oui. Bien sûr. Ou l'envie aussi. Hein. Ou l'envie, parce oui, bien sûr, ouais. qu'on voit que c'est quelque chose qui est chronophage. Et tout à l'heure, là, sur en fait, l'affluence qui est de plus en plus dans le base, ça se retrouve aussi dans plein d'autres sports. Typiquement, le surf. sports de plein air et du coup le surf, où tu es de plus en plus à la flotte. J'aimerais retourner cette caméra pour te montrer. D'ailleurs, un grand merci à Loïc, hein, ça tu coupes pas ce que je viens de dire, parce que sans lui, on ne pourrait pas faire cette interview. Non, mais ouais, où justement, il y en a de plus en plus même qui se professionnalisent et s'autoproclament prof de surf alors qu'ils n'ont aucun diplôme que dalle. Coach. Ouais, Ils sont coachs. Ils sont coachs. Mais au final, t'en as des très bons qui vont bien apprendre la discipline. Ça, c'est juste un truc de pédagogie. Mais la pédagogie, ça s'apprend aussi. C'est difficilement inné, tu vois. Ça, finalement, c'est quand même hyper intéressant. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit. En prenant un parallélisme encore plus proche du base jump avec le parachutisme, c'est réglementé. Il y a des brevets, il y a des examens.
et on condamne le coaching sauvage de quelqu'un qui n'est pas initiateur et qui n'a pas appris Ça, en c'est jamais arrivé. Ouais. Chez nous, jamais. Heureusement qu'on cite pas de nom. Parce que Mais c'est vrai que, voilà, c'est mon point de vue de parachutiste, c'est qu'on en est arrivé là dans le parachutisme, et moi je trouve que c'est bien. C'est bien que, avant d'emmener des élèves dans le ciel et de leur apprendre des disciplines, en particulier free fly, où il y a beaucoup de vitesse et puis il y a quand même certains risques, qu'il y ait une forme de garantie de la qualité de l'enseignement et que ce soit reconnu par un diplôme, et qu'on ne fasse pas ça justement de manière un peu sauvage, avec une espèce de mentoring. Quelqu'un qui a 50 sauts de chute assis, il peut t'emmener, tu n'as jamais fait de chute assis, et puis il va t'expliquer comment tenir, et il va te filmer, te débriefer au sol. On est bien content finalement que dans le parachutisme ce soit encadré avec un certain gage de qualité. Donc, nous, on est bien contents Qu'il n'y ait parce pas de cadre. qu'on a cette manière de réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent le parachutisme parce que c'est trop, on leur fait trop chier avec les brevets, etc. Il y a d'ailleurs même plein de gens qui disent à partir du moment où j'ai mes 200 sauts, je mets à fond dans le base et je ne toucherai plus, je ne monterai plus dans un avion pour faire du parachutisme parce que c'est un sport de con, il y a des règles, on peut pas sauter en tricellulaire à 300 sauts. C'est abusé. Putain. Alors que En fait, un mentor, il doit revenir sur tout ce qu'il a déjà accompli, sur des choses simples, et se faire chier, en parenthèse, pour en plus prendre le risque de voir son copain. Alors bien évidemment, le bas, c'est simple, il ne faut pas rendre une mythologie de fou furieux autour de cette discipline, mais à la fois, par contre, il y a des fatalités, donc ça montre bien que ça tue. Et revenir dans les débuts, c'est chronophage, ça prend du temps, ça prend une responsabilité qui est plutôt éthique, plus qu'elle n'est légale, puisque... On n'a pas de cadre, je pense on est plus illégal d'être un instructeur de FJC, d'amener quelqu'un sans cadre légal et de le faire sauter. Quoi qu'on en dise, sur le pont. L'argent met un cadre légal, met une responsabilité légale. Et le jour où il y aura un vrai carton dans le cadre d'une FJC en France, vraisemblablement la personne qui a pris l'argent va avoir des gros problèmes. Alors que le mentor, il va culpabiliser, c'est sûr, mais il sera plus fin de se défendre devant le juge pour lui en disant voilà, le mec a fait le choix de sauter, moi je lui ai donné les meilleurs conseils possibles. D'après vous, le mentoring est une vision à court terme ou un accompagnement à long terme? Une FJC, ce que j'ai dit précédemment, au final, tu payes pour un cours ou sans parler forcément de payer, tu passes un temps avec les gens qui est limité à 2 semaines, 3 semaines, à un volume de sauts et d'exit qui sont prédéfinis. Une fois que tu es parti, peut-être plus jamais tu revois l'instructeur, si tu veux d'ailleurs. Alors que le mentoring, cette tendance à accompagner à long terme va être plus évidente ou plus simple. Est-ce que d'après vous, c'est réellement le cas ou pas? Oui, clairement c'est le cas, et ce qui est merveilleux avec les instructeurs professionnels de base jump, c'est qu'ils trouvent des solutions à ce genre de problème. Et ils te vendent. Il faut repayer. Voilà. Contre un second chèque de 1 500 €, tu peux découvrir les Unpacked ou apprendre à sauter dans des conditions différentes. Si tu as besoin de coaching pour devenir wingsuiter en base jump, tu peux repayer un petit stage. Si tu veux voyager à l'étranger et faire du base jump, tu peux repayer un petit stage. Et donc finalement, le suivi, il se fait, mais toujours contre rémunération. Donc en fait, c'est juste une prolongation des différences qui existent dans le cadre des premiers sauts. C'est juste la suite en fait, parce que finalement c'est comme une PAC et c'est comme n'importe quel sport. On ne peut pas imaginer que dans une discipline avec autant de spécificité et de difficultés techniques en fonction du niveau d'engagement, de certains exits, de la technicité qui est nécessaire, qu'à la sortie de la FJC, même si tu as des prédispositions de fou et que tu as été un élève excellent et que tu as une FJC d'excellente qualité, tu restes un débutant. Donc si après c'est pour faire ce que tu as appris en FJC et que ça, et puis te faire tes 10 sauts de pont par an du haut d'un viaduc, tu n'as pas forcément besoin de reprendre contact avec un mentor. Mais l'idée de la discipline, c'est aussi d'apprendre des nouvelles choses, de progresser, comme en parachutisme. Donc effectivement, c'est ni plus ni moins que la manière avec laquelle tu vas pratiquer et de ta dépendance à quelqu'un qui a un niveau technique supérieur au tien et qui est capable de t'accompagner. Parce que ceux qui essayent tout seuls, c'est jamais trop une bonne idée. Alors ce qui est rigolo, parce que ça c'est un parallèle qui se fait avec le mentoring. Quand on faisait une FJC, souvent les bonnes FJC, là où ça dépassait leurs compétences de spécialité, parce qu'après on revenait dans la vraie vie, parce que je pense que ce qui t'arrive dans la FJC, tu fais 15 jours ou 3 semaines, et après en fait tu t'es libéré dans la nature, l'accompagnement n'existe plus. D'ailleurs on revient sur ce qui était, on va voir un peu plus tard, tarifé, coaché,
On ne connaît plus que par des modules qu'on va rajouter. Et les gens qui faisaient une FJC, on les renvoyait en fait avec des copains qui étaient le mec de FJC qui disait ah bah tiens, va voir Yon par exemple, si tu es sur Strasbourg, il va te faire voir cet urbain-là, ou si tu as des questions techniques, il va te faire ça. C'est la mise en contact de ces élèves ou des gens que tu mentors avec d'autres qui ont des compétences peut-être super à la tienne dans des types particuliers, ou dans des lieux dans lesquels les gens veulent sauter avec les locaux de l'étape, quoi. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très important et qui se fait qualitativement du mentoring ou de la FJC. Ça doit être d'ailleurs le pont entre les deux qu'on regarde bien, quoi. Après, la grosse différence, c'est que quand tu es un instructeur de FJC, techniquement, tu peux pas suivre tous tes élèves. Après, tu peux pas faire du long terme gratuitement. Bah non, parce ça, que c'est pas le but à la base. Non, bien sûr. Et du coup, c'est la grosse différence entre un mentor va mentorer forcément un nombre moindre de personnes qu'un instructeur de FJC. Et au bout d'un moment, quand l'instructeur de FJC a fait 50, 100 personnes, c'est juste... il ne peut pas avoir un suivi personnalisé après. Est-ce que c'est pas sociétal, justement? Quand on regarde les gens, ils viennent au parachutisme ou dans toute activité, c'est pay to fly, comme en hélico, comme en aéronautique. Les gens viennent ici, ils payent, ils ont une PAC, quelqu'un est présent. Ben, leur seule connaissance du monde, c'est tarifé. Il y a de l'argent, de toute façon, si je veux quelque chose, je suis obligé de payer. Ça n'existe plus, genre la bienveillance ou une transmission d'une manière initiatique totalement gratuite, désintéressée, altruiste, voire humain. Ça se fait ensuite que quand tu te fais des amis en fait, dans le milieu. Et après, là, moi, j'ai jamais eu de problème que quand je commençais à sympathiser avec des personnes qui me donnaient des conseils, ou enfin peu importe, et que j'allais chercher aussi l'information. C'est ce qui nous est plus ou moins arrivé. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais du coup, ça vient après, et quand tu sympathises avec des personnes. Donc l'amitié. Mais sur la question du sociétal, on peut prendre ça dans les deux sens. On peut considérer qu'il n'y a plus de mentors qui veulent faire initier quelqu'un aux bases gratuitement. Et on peut aussi considérer qu'il n'y a plus d'élèves qui sont suffisamment patients pour aller avoir une activité sur un paraclub ou dans le cadre des navettes, etc., pour se faire des amis et trouver quelqu'un capable de les initier. Et moi, je pense que les deux se tiennent, en fait, et il y a une sorte de course à l'échalote entre les gens qui sont de plus en plus impatients de commencer et les gens qui sont de plus en plus réfractaires à enseigner bénévolement, quoi. Qui atteint une masse critique, c'est d'ailleurs le problème du base jump où on atteint, parce qu'actuellement le base jump a tous des soucis. Hein. Avant, on pouvait sauter, forcément c'était illégal, pseudo-illégal de sauter des viaducs comme Millau, Verrières, mais il n'y avait pas de cadre de loi plus restrict, on devait faire piéton sur autoroute ou autre chose. Maintenant, en fait, un arrêté préfectoral a été pris, et d'ailleurs, comme la ville de Paris, hein, c'est les deux lieux qui font que cette expérience nous est arrivée, puisqu'on a été récemment sur Verrières et Millau. Ça devient de plus en plus chiant, parce que justement, une masse drastique, on en parlera, mais on a une augmentation de la masse, parce que justement, les FJC sont apparus, donc forcément, ça rend plus accessible. Ça rend plus accessible. Et si les gens veulent faire du business, ils baissent leurs prérequis, même si officiellement, ils ne le montrent pas. Hein. Et ce qui fait qu'on atteint une masse critique qui elle-même va commencer à griller des exits. Surtout, ce qui est terrible, c'est que ça grille des exits simples. Parce que ça veut vivre, on en parlera, mais ça veut vivre des choses extraordinaires sur des exits simples. Mais en fait, ces exits-là sont des exits écoles. Si vous voulez faire halluciner. Le saut qui nécessite 4 heures de marche et ou de marche technique avec un exit un peu engagé, etc. Il n'y a pas de problème de masse critique. Hein. Il y a toujours autant de gens qu'avant qui vont sur ces exits-là. C'est simplement le côté Disneyland du base qui lui, a explosé sur les 10 dernières années. D'ailleurs, on a vu à Lauterbrunnen un changement drastique où avant, on appelait sans sauter, on sautait sans appeler. Maintenant, il fallait appeler air glacier parce qu'il y a une zone d'hélico. Et maintenant, on doit loguer sur une application, ce qui est quand même extraordinaire, pour sauter. Et on ne peut même pas faire en groupe, chacun doit loguer, sinon on est niqué, quoi. Donc en effet, ça se durcit avec la démocratisation de cette base-là. Après, c'est pas nécessairement la faute des FJC. C'est une conséquence. C'est une conséquence. Disons, peut-être que la FJC, par sa capacité de débit et puis de visibilité et d'attirer des gens, elle propulse encore le phénomène. Mais à partir du moment où il y a une discipline qui va à un moment se démocratiser, parce qu'il y a du matériel plus performant, parce qu'il y a une visibilité aussi sur les réseaux sociaux, parce que c'est un sport qui se développe, il y a aussi de plus en plus de parachutistes. Hein. C'est une activité qui se développe. À un moment, ça va aussi amener une certaine visibilité. Et forcément, si tu multiplies le nombre de sauts, quelle que soit la qualité avec laquelle les pratiquants étaient amenés, et on pourrait même imaginer une très 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 bonne qualité, avec des pratiquants très respectueux de l'environnement, des sites, de la discrétion,
communication avec le voisinage, etc., les propriétés privées. À partir du moment où la discipline explose, il y a plus de visibilité, il y a plus de problèmes, il y a plus de risques d'accident tout simplement. Et donc au bout d'un moment, forcément, tu atteins cette masse critique, quel que soit le cheminement des gens. Pour faire le parallèle avec une discipline plus courante, le surf a explosé ces dernières années. De plus en plus de monde à l'eau, du localisme qui s'intensifie et une ambiance sur les spots de moins en moins proche des idées chill et good vibes qu'on pourrait se faire du surf. Les débutants sont de moins en moins bien acceptés sur les spots, sauf par les écoles de surf et quelques surfeurs encore dans cette optique que tout le monde a sa place dans l'eau. Et réciproquement, certains quittent la discipline parce qu'il y a trop de monde et que du coup leur pratique s'est dégradée avec le temps, et d'autres la quittent parce qu'ils se sentent même pas acceptés à l'eau. Et tout ça, ça amène à penser à plusieurs causes possibles. L'activité croissante par son développement technologique et économique, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de matos moins cher et moins technique pour les débutants, et l'aspect économique, c'est les écoles qui se multiplient. Il y a aussi les réseaux sociaux qui encouragent à la pratique et qui facilitent l'accès. Sauf que tout ça, ça évolue sans la transmission de l'essence même du surf. Le respect, le partage, les règles à l'eau. Et donc tout ça, ça donne des situations où des débutants sont lâchés dans un univers qu'ils connaissent très mal, et surtout déjà utilisé par une ancienne génération qui a ses habitudes bien ancrées. Et tout ce cocktail, ça donne un choc des générations qui s'entendent pas vraiment bien ensemble. Voilà pour la petite parenthèse surf, et je vous laisse à la suite de l'interview. Après, il faut dire ce qui est. De facto, je comprends ce que tu veux dire sur la loi des grands nombres. En gros, plus il y a de gens, plus il y aura de problèmes. Voilà, ça c'est certain. Mais il n'y aurait pas autant de gens si il n'y avait pas de FJC. Ça, c'est une évidence. S'il n'y avait pas Instagram aussi. Oui, bien sûr. Après, on ne peut pas se plaindre du développement de l'activité, alors que nous-mêmes, on fait un peu de prosélytisme, entre guillemets, c'est-à-dire que si des gens ont envie de commencer le base, on va avoir envie de les aider. C'est quelque chose qu'on a. Donc, en fait, la croissance du volume de baseux, elle est inévitable. Par contre, elle a été multipliée exponentiellement par les FJC, ça c'est certain. Alors, ce qui est rigolo, parce que ça c'était aussi un vrai débat, si on regarde, quand moi j'ai commencé le base, on estimait les pratiquants réguliers. David Lafargue d'ailleurs avait fait un podcast avec Hit the Road, et il avait un peu parlé, la durée de vie d'un baseux, alors je ne sous-entends pas qu'il va mourir, hein, mais c'est entre 3 et 4 ans, ce qui fait d'ailleurs qu'on a un manque d'histoire. Donc la durée de pratique. La de pratique, oui. D'un côté, s'il pratique fort, voilà. Sa durée de vie est plus ou moins équivalente à la durée de vie. Et ce qui fait qu'il y a un manque historique en fait, de connaissances. Je pense qu'on est la première génération, nous, avec un gros volume de sauts sur une pratique régulière. Je veux dire, actuellement, on bénéficie de personnes qui ont plus de 10 ans de base jump réguliers, dépassant les 1000, 2000, 3000 sauts, et qui en plus ont fait évoluer par instant la discipline, ce qui est extraordinaire, puisque au début de la discipline, c'était le matos qui était incriminé parce qu'il fallait tout redécouvrir. Après, il y a eu où le matos a changé, et donc c'était devenu safe. Et c'est l'humain qui est devenu problématique avec le facteur humain. Ça, on pourra discuter sur un autre interview si les gens voudront sur de la technicité et des vraies questions fondamentales. Mais ce qu'on voit, c'est que la question, c'est que de mon temps, il y avait entre 300 et 500 réguliers. Mais je pense qu'au final, aujourd'hui, on doit toujours être autour des 300-500 réguliers. Il y a un nombre exponentiel de gens qui passent travailler à FJC, qui vont sauter 1 ou 2 fois par an et qui vont forcément blinder les sites écoles ou les sites easy. Mais les pratiquants réguliers notables, on doit toujours être le même volume. C'est sûr qu'il y a de plus en plus de monuments du base. Et justement, là, ce que tu disais, c'est un petit peu contradictoire avec ce que disait David, justement, etc. Au final, si on réfléchit, des gens qui ont vraiment 10 ans de base, qui ont vraiment 1500 sauts ou plus, et qui ne sont pas devenus professionnels du base jump, il faut se lever pour aller chercher. Hein. Moi, je pense à un mec, qui est Pierre Martoni, mais sinon, qui ne sont pas devenus pros et qui ont vraiment une expérience, qui peuvent expliquer l'historique du base jump à des gens, il n'y a pas beaucoup. Et c'est justement ça que disait David. On professionnalise les gens d'une certaine manière aussi. Les seuls qui sont assez fous pour faire du base pendant 10 ans, ils finissent par en faire leur métier. Et tous les autres, ils se renouvellent là tous les 3, 4, 5 ans parce qu'ils font autre chose dans la vie et que finalement, ce qui était universellement reconnu comme le minimum syndical pour être mentor, historiquement Brento, etc., c'était 50 pratiques et 500 sauts. C'était le cut qui était écrit. Après, moi, je considère que si tu prétends professionnel de l'enseignement, le cut, il devrait encore être nettement plus exigeant. Au final, des gens qui ont 10 ans de pratique, 1500 sauts, ça se compte sur les doigts d'une main. Pour revenir sur les FJC, sur le débat, est-ce que ce sont une rivalité éternelle, en gros, entre les FJC et le mentoring, ou alors est-ce qu'elles sont totalement complémentaires? Ça veut dire que les deux, au final, est-ce que les deux ne doivent pas travailler en synergie? Ça va travailler obligatoirement en synergie parce que personne ne pourra empêcher l'autre, déjà.
Ça c'est pas dit. Ouais. Parce que si on regarde les perspectives d'avenir, un jour ou l'autre, on sera... au moment climatique et tout, Voilà. on va tous crever. Un jour ou l'autre, en France, il va y avoir un problème. Ça va finir par une forme de fédéralisation ou d'autres choses dans ce style-là. Mais par contre, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont pousser dans la direction de la vraie fédéralisation, professionnalisation. Et ce qu'on peut craindre, c'est que tu n'aies le droit d'enseigner le base jump que si tu es brevet d'état base jump, et donc finalement que le mentoring soit tué d'un point de vue légal. Alors d'un point de vue pratique, il n'y a aucune raison que les gens se privent de continuer. Ça ne viendra pas des FJC, mais ça pourrait venir en effet. Ah bah si, moi je pense que ça viendra de facto des FJC parce que quand les pouvoirs publics vont exiger, les pouvoirs publics vont exiger une professionnalisation et les gens qui se sont autoproclamés instructeurs à ce moment-là, qui se sont autoproclamés propriétaires de la fédération de la FBA, etc., ils vont essayer de se glisser dedans et de se considérer comme seul interlocuteur légitime. Pour dire, il y a des gens qui essayent de fédérer, déjà à l'époque, qui essayent de fédérer. Mais le souci, c'est qu'on repart du cadre légal. C'est arriver à dire, je vais sauter d'un viaduc avant que Vinci va te dire, ok, vas-y, saute de mon viaduc. C'est un peu difficile, quoi. Qu'importe ce qu'on fait, on peut soulever des mairies, tout ça. C'est pas pour être négatif dans la vision de voir. C'est on est dans un monde d'argent, donc par définition, il y a des responsabilités, des assurances. Celui qui n'a pas compris que l'argent mène le monde, il n'a malheureusement pas compris que à partir du moment où tu vas mettre en danger ou tu vas jouer avec de l'argent, les pouvoirs publics vont pas s'amuser à dire ok c'est cool. Actuellement, la loi est assez laxiste, surtout en France. Ça c'est un bon côté, on va en parler, mais votre avis, toi tu as beaucoup voyagé aussi Megan d'ailleurs. Hein. La France est quand même un des pays les plus simples pour baser, soyons honnêtes. C'est-à-dire les conséquences, même quand on se fait choper, même dans le cadre en urbain et de pont. C'est quand même assez cordial, il y a des pays où c'est pas rigolo du tout. Un exemple très simple de ça, c'est pourquoi on va pas s'amuser à faire des buildings en Allemagne. Voilà, parce qu'en Allemagne, on va se faire découper le matos. En Suisse, ou le fameux pont d'Yverdon en Suisse, pourquoi on s'amuse pas à le faire? Parce que là-bas, ça rigole pas et qu'on va se faire découper le matos, prendre une amende de 10 000 balles, payable sur place, etc. Donc effectivement, en France, pour l'instant, on a la chance d'avoir quand même une souplesse assez claire, quoi. D'ailleurs, le pont... Ou d'autres pays, effectivement, où c'est même encore plus souple que la France, l'Afrique du Sud, le Brésil, elle a pas voyagé, l'Afrique du Sud, le Brésil, bon, on va pas tous faire notre CV, mais merci Megan. Question d'ailleurs, quel pont tu as sauté pour commencer? C'est en Croatie? Oui. En Croatie, le pont est légal. Oui, il y a une tolérance, je pense que ça va être à peu près la même tolérance quand même que Millau. Ouais, je suis pas d'accord. Il y a du bakchich, non? Parce que en Croatie, vous ne pouvez pas être embêté pour marcher du fait de marcher sur le pont. Non, c'est ça, non? C'est un pont piéton. Oui, c'est lui. Voilà, tu as le droit de marcher sur le pont. Alors qu'en France, Verrières et Millau, le simple fait de marcher sur le pont, tu es déjà dans une forme d'illégalité, quoi. Là, vraiment, on est parti dans des termes très généraux. Il y a pas mal de choses à décrypter comme facteur humain, faire donner des informations très intéressantes, que ce soit en technique, tout ça. Je pense que ça mérite aussi, si les gens le veulent un jour, faire une interview en parlant de technicité, de compréhension de facteurs humains. Likez cette vidéo, elle est plus destinée, quoi qu'on en dise, à des gens qui veulent accéder au base jump, à développer leur esprit critique, à comprendre aussi, parce que plein de gens qui ont fait des FJC disaient mais en fait je savais pas ci, je savais pas ça, je savais pas qu'on pouvait autrement, putain en fait mon instructeur m'a dit que je pouvais mettre une 360 et enfin sans citer sur mon casque, je pars à la main, donc avec les distractions, tout ça en fait on sait pas, et en fait les gens ne savent pas, et là on a Loïc qui a la gentillesse de nous filmer et donner en fait une visualisation à des gens qui sont vraiment intéressés par le base jump. Ça va, les gens vont pouvoir aller chercher et se poser des questions critiques. Ça n'empêchera jamais de payer et d'avancer, mais au moins ils se poseront la question. D'ailleurs, ce qu'on pourrait quand même dire sur ce sujet, c'est que quelqu'un qui nous regarde, qui est à 2 doigts de réserver une FJC ou qui a ce projet-là dans les 1 ou 2 ans à venir, qu'il demande, enfin qu'il recherche vraiment à comparer les différentes FJC et surtout à poser des questions à des gens qui ne sont pas intéressés. Oui. Si la seule personne avec qui vous avez contact dans le base jump, c'est la personne qui vous vend votre matos et qui vous vend votre FJC,
vous allez forcément en devant de déception parce que la personne est intéressée. Il faut être capable de prendre le temps, les 2-3 mois nécessaires pour essayer de contacter des gens qui n'ont rien à voir avec le business en base jump et qui vont être capables de dire voilà, avec le recul qu'on a, avec l'expérience et la réputation des gens, cette FJC-là, elle a ses qualités, ses défauts. Cette FJC-là, elle a telle qualité, tel défaut. Si le seul contact que vous avez dans le base jump, c'est le mec qui vous vend tout, il y a un souci. Il faut réussir à ouvrir ses chakras. Mais je vois où tu veux en venir et je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, au début, on avait parlé comme ça, très naïvement, de est-ce que c'est mieux le mentoring, est-ce que c'est mieux la FJC, etc. Mais ces discussions étaient très intéressantes, c'était bien d'en parler. Mais il faut aussi se rendre compte d'une réalité un peu plus pragmatique, c'est que le gars qui, à un moment, a un souhait de faire du base jump, il prend aussi ce qu'il a à sa portée. Hein. Donc, si à un moment. Il a une vidéo, il peut réfléchir un peu dessus. Complètement. Si tu es dans un club de para où il y a un seul Gus qui fait du base, ça va être le pape. Et à un moment, tu vas aller vers lui et c'est normal. Mais si par exemple tu es un peu sur les réseaux, etc., et puis que tu arrives à accéder via des pubs ou via des vidéos, tu vas te diriger vers là. Donc les gens n'ont pas non plus forcément une éducation à savoir où on peut aller chercher, à qui on peut demander, et donc quelquefois on va aussi se faire former par ce qu'on a sous la main. Hein. Donc c'est finalement aussi ça l'intérêt de cette vidéo, c'est peut-être justement d'élargir un petit peu le point de vue et puis d'encourager les gens à ne pas se limiter à la branche qu'ils ont à portée de main. Hein. Pour Mégane, c'est un excellent exemple. Finalement, tu es tombé sur cette personne au Portugal avec qui tu as discuté. Tu aurais pu tomber sur un autre Gus qui avait fait une FJC ailleurs. Tu aurais aussi pu tomber sur quelqu'un qui t'aurait expliqué que c'est un super bon mentor, qu'il est prêt à te former, etc. Donc finalement, tu t'es pas arrêté que à ça, tu t'es un petit peu renseigné, mais tu as aussi eu la chance que la première branche qui t'est arrivée à portée de main, c'était une FJC solide. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et tu n'as fait que confirmer qu'en effet, c'était une bonne idée, et puis tu as trouvé des feux verts, et tu t'es dit, je vais aller par là. Mais c'est vrai que si tu avais rencontré Yon 6 mois plus tôt, peut-être que ça se serait passé différemment. Hein. Peut-être. Mais maintenant, ce que je pense aussi, c'est que des Yon, il n'y en a pas 100. Non mais exactement. Et qu'en soi, un mentorat de qualité, c'est super dur à trouver. Je suis d'accord avec toi. Je dirais même, ça m'arrache un peu la bouche de le dire, mais le mentoring, je pense que c'est peut-être même plus dangereux. Hein, c'est le sens de ce que je voulais dire finalement. Les gens vont faire des FJC. L'avenir, c'est la FJC. De toute façon, il n'y a pas de débat. Nous, on a eu la chance de tomber sur une perle, voilà. Mais les gens vont faire des FJC. Par contre, avant de réserver leur FJC, qu'ils réfléchissent, ils vont confier leur vie et ils vont confier le rêve de leur vie aussi. Parce que pour beaucoup, le fait de faire du bass, c'est le rêve d'une vie. Et les gens, ils vont prendre le premier mec dont ils entendent parler sur Internet. C'est super dommage. Prenez 2-3 mois de plus. Et confier votre vie et le rêve, le projet que vous avez, que vous mûrissez depuis des années, à une personne que vous avez vraiment choisie, pas au premier mec qui se pointe. Et aussi essayer peut-être maintenant d'utiliser les réseaux sociaux intelligemment et de contacter la communauté du base jump via des outils qui sont propres où on va pouvoir aussi contacter ces personnes comme le Discord. Hein. Le Discord du base, le groupe Facebook et de s'adresser à des personnes qui n'ont pas d'intérêt. C'est pour ça ce que j'ai fait au début de la vidéo, pour ceux qui sont encore restés jusqu'ici. Le disclaimer, on n'a pas de conflit d'intérêt. Je ne gagne rien, personne ne gagne rien ici. Ça nous prend de notre temps, on le fait avec amour. Une autre chose aussi, une question à se poser, c'est donc effectivement sur le choix de la FJC. Mais est-ce que va pas y avoir un problème sur en fait les FJC qui font un nombre fou d'élèves et les élèves n'ont pas trop d'autres choses à comparer? Et du coup, forcément, entre une FJC qui a formé 200 personnes et une autre qui en a formé 50, les 200 personnes qui étaient plus ou moins satisfaits, il y a de fortes chances qu'ils vont en fait recommander la même. Alors qu'il y en a des autres qui sont... C'est du business, c'est du marketing. On revient sur notre review, c'est accidentologie, fatalité. Est-ce que ça a une conséquence différente sur le mentoring, ce qui peut expliquer ça aussi, et la FJC, d'après vous? Peut-être même en préambule, est-ce que ici présent, des personnes ont déjà eu des accidents de base? Est-ce que quelqu'un a des accidents de base? Non. Mais est-ce que tu peux parler s'il te plaît? Une fois, moi, en pliant, j'ai marché dans une épine et après, j'avais un petit abcès sous le pied. J'ai perdu une semelle une fois. Ah oui, j'ai perdu une semelle de chaussure quand même. Et toi, Mégane? Juste ça, c'est une histoire en elle-même. Non, alors, je vais commencer. Pourquoi je pose cette question? Elle était un peu orientée aussi. Moi-même, ayant subi il y a 2 mois et demi un accident de base, il m'a valu... C'est vrai, en fait, t'es pas la seule. Non, et c'est pour ça que je fais. Il m'a valu une fibula, donc un péroné, rien d'extraordinaire.
sur un saut de 26 mètres. C'est prévisible, mais d'habitude ça se passe bien. Là, c'était malheureusement, c'est mal passé. Mais bon, bref. Le base, c'est une question de conscience aussi. Bien évidemment, la chance que vous mourrez est quand même très faible, quoi qu'on en dise, même si on sort des grandes statistiques. Hein. Mais il y a même des mecs qui font quasiment exprès, mais qui n'y arrivent pas. Et il y a des mecs qui font tout nickel, ça leur tombe dessus. Bon, voilà. C'est de tel malheur. Hein, Après, attention, quand même, petite parenthèse, parce que quand on dit que ça tue très peu, etc., oui, par rapport à ce qui saute actuellement et dans les conditions de saut actuelles. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui a jamais fait de skydive, qui achète sur eBay un sac de base jump et qui va sauter sans mentoring, il se tue de manière certaine. Ouais. Hein, on est à peu près sûr. Bah alors, quasi certaine. On a croisé un Polonais en patrouille qui est le premier saut à Ultimate à la rampe. Mais lui, bon. Alors après, c'est pas pour juger, mais ça commence. Je pense que sur la BFL, il y a une surreprésentation des gens qui ont acheté du matos de skydive pour sauter en wingsuit du Brento en ayant 3 sauts et demi dans la carrière d'avion. Bon voilà, en paix à son âme, mais voilà, il y a... ou alors des mecs qui font des rollovers en matos de skydive. Si tu coches toutes les cases, c'est une roulette russe. Voilà, mais ça reste une roulette russe où il y a 3 balles dans le barillet, quoi. Donc il y a quand même beaucoup de gens, à mon avis, qui font des idioties complètes et qui se tuent pas. Oui, tout à fait. Et par contre, le jour où tu oublies de nouer ton extracteur, t'es sûr de mourir. Alors, presque sûr. C'est là en fait où je voulais faire la petite parenthèse également, c'est que le base, c'est un processus très simple. Les lois physiques qui le régissent, c'est pas envoyer une fusée sur la Lune, tu vois. Donc, heureusement pour nous. Je suis sûr que je sais pas s'il y a des gens qui survivraient, à vrai dire. On a une fiabilité de matos qui a été permise par les anciens. Et qui est quand même extrêmement satisfaisante, quoi. Ça, les règles aujourd'hui des sports qu'on fait, hein, que ce soit le parachutisme ou le base jump, j'aime bien quand même cette formule parce qu'elle est choc et elle est vraie aussi. Les règles de notre sport ont été écrites en lettres de sang. Maintenant, il faut juste savoir lire et t'as plus besoin de verser ton propre sang. C'est quand même assez confortable. Il y a toujours une petite marge d'erreur, mais c'est vrai. Bien sûr, rien n'est infaillible. Si on pourrait revenir un peu sur Mégane, ce qui fait aussi prendre conscience au baseux, c'est d'être soumis à un problème qui est un accident. Et pourquoi je voulais aussi venir, Victor, tu as assisté à une BFL. Oui, c'est vrai. Il a assisté à quelqu'un qui s'est tué devant lui. Et quiconque a fait, on parlera si vous voulez, quiconque a fait suffisamment du temps dans le base connaîtra ou assistera à l'exit. Mais même quand on était à la Torbonnais, on a vu quelqu'un se tuer sur l'exit de la Ultimate. C'est quelque chose qui est dans les chiffres courant et normal. Donc si on n'a pas conscience de cela, c'est un problème. Mais ce que j'aime bien, c'est ce que tu as dit avec le rapport de temps. C'est que tu en prends conscience, en fait, plus de temps tu passes dans le base. Et tu as une grosse insouciance, effectivement, au début, après une FJC, où en fait, tu as une progression très rapide. En 2 semaines, tu fais plein de sauts, tout qui se passe bien. Et du coup, tu prends confiance en toi, tu dis, mais en fait, le base, ça va, il n'y a pas trop de danger, il y a tout qui se passe bien, j'ai fait plein de sauts. Et donc en fait, il y a une certaine inconscience là-dessus. Et qui te fait ensuite prendre, et tu connais pas tout simplement, comme tu l'as dit avant, ça prend du temps et tu peux pas en fait apprendre tout en 2 semaines. Donc il y a plein de techniques, de choses que tu n'as pas vues et que tu n'as pas testé en faisant des sauts, que tu vas apprendre au fur et à mesure. Et du coup en fait tu vas prendre conscience soit avec une progression qui est bien trop rapide du danger et d'avoir des accidents. Je pense qu'en fait après une FJC, le fait que tout va très vite, c'est que la progression est très rapide. Il y a beaucoup plus d'accidents, je ne parle pas mortels, mais juste d'accidents, peu importe, d'accidents, que lors d'un mentoring qui prend plus le temps et où en fait tu as le temps de voir différentes choses, différents cas et de te rendre compte un peu de ce qui peut se passer. Voilà. Oui, c'est des sauts qui sont quand même sélectionnés pour être safe au maximum. Quoi, hein. Oui, aussi. Donc, et vous, d'origine, vous aviez tous conscience dès le début réellement de ce qu'est la mort, la mortalité, la fatalité ou le côté rude du base jump. Alors souvent on dit qu'on voudrait la communauté, c'est pas constructif parce que les gens sont rudes. Alors oui, en effet, il y a des gens qui sont un peu cons et limités et ils vivent à travers les commentaires, pas tous, hein, mais il y a d'autres personnes qui sont rudes parce que quand vous avez vu vos amis se faire exploser dans le base, encore autre chose de la vie, mais vous n'avez pas envie que ça se reproduise, donc par définition vous ne voulez pas revivre, que ce soit de votre chair ou de visuel. Donc vous allez être un peu moins diplomate, ce qui est aussi un tort, hein, bien évidemment, parce qu'il faudrait être diplomate dans tous les cas. Mais est-ce que vous avez été conscient ou vous jugez être conscient du base? Parce que beaucoup de gens arrêtent le base une fois qu'ils ont eu un ami qui est mort ou même s'en fait mal.
Moi, je pense que c'est prétentieux de répondre à cette question quand on n'a pas connu le truc. Oui. Tu vois, et même, alors bon, moi, j'ai vu quelques morts aussi, hein, de par mon métier, mais... Il faut que mort. Il est médecin traitant en EHPAD, ce qui est quasiment comme croque-mort. Bon, mais j'ai vu plein de gens mourir. Ouais, bon, ouais. Mais en fait, c'est totalement incomparable parce que c'est dans un contexte précis. Oui. Dans un contexte, on va même dire, alors surtout lorsque c'est professionnel, qui est attendu. Hein. Donc réfléchir si un jour j'allais perdre un patient, bien sûr. Réfléchir si un jour peut-être j'allais même faire une erreur médicale qui pourrait coûter la vie à un patient, oui. Mais c'est pas parce que tu as connu ça et que tu as eu ces expériences-là que tu peux le transposer aux bases et débarquer aux bases en disant « Attends, moi je suis médecin, j'ai côtoyé la mort ». Le jour où tu vois un mec taper une paroi et se buter, si tu fractures pas un minimum, c'est qu'il y a un souci. Et je pense que être préparé à ça, c'est important, parce que ça va peut-être faire moins de dégâts, hein. Et aussi c'est nécessaire d'avoir ce contact avec la réalité, hein. Mais il y a quand même une différence entre avant que ça se produise et puis une fois que ça s'est produit, hein. Donc préparé, oui et non, hein. Mais la conscience. Conscient que c'est une éventualité, oui. Et même encore là, tu vois, il y a des personnes qui vont se croire conscientes. Et puis au moment où ça va arriver, tu vois, ils vont se dire putain, j'aurais pas imaginé ça, j'aurais pas imaginé. Alors ça peut être dans un sens comme dans l'autre, réagir avec plus de force que ce que l'on aurait cru, ou alors au contraire vriller complètement et comme tu dis, vendre tout le matos et puis plus jamais sauter. Alors que cette réaction-là n'est pas forcément cohérente parce que tu dis attends, avant tu avais envie de sauter, tu t'investissais dans la discipline, et sous prétexte que maintenant tu as entendu parler qu'un tel que tu connaissais s'est tué, etc., tu veux plus sauter, etc. Ce serait presque une preuve que finalement tu n'étais pas conscient, tu n'étais pas prêt, tu n'avais pas mentalisé le truc. Hein. Mais en vrai de vrai, on ne sait quand même pas. Moi, si un jour il y en a un de vous trois qui tape sévère, je suis incapable de dire ce que ça va me faire, à quel point ça va me remuer. Et je pense que ce n'est pas formellement exclu, malgré mon niveau de préparation, on se croit toujours plus près que ce que l'on est, c'est pas formellement exclu qu'un accident mortel d'un proche me fasse arrêter le base jump. Ça a l'air bizarre de le dire, hein, mais on ne sait pas. On ne sait pas. De facto, si un de nous deux décède, de toute façon, que moi, ce soit en base, voilà, que ce soit en base ou autrement, il pourra ni plier. Voilà. Et voilà, il n'aura plus son plieur ni son driver, donc voilà, c'est terminé, quoi. Mais après, ce que vous dites est vrai. Mais c'est purement émotionnel pour moi. C'est-à-dire que c'est vraiment quand tu vis dans ta chair l'accident d'un proche devant toi, c'est une réaction irrationnelle. Oui. Parce que moi, d'un point de vue rationnel, je considère que j'ai conscience de la probabilité d'accident mortel en base jump, ou en tout cas je m'en fais une idée, et que voilà, si je vois un accident mortel, ben j'ai pas plus conscience qu'avant. Oui, c'est ça. En fait, statistiquement, il va y avoir un accident mortel tous les X temps. Il y a qu'à consulter la BFL pour connaître la fréquence. Oui. Si tu es sur les exits, ben forcément il y a un moment où t'en constateras un, enfin tu assisteras à un. Et en fait, d'un point de vue purement rationnel, d'un point de vue purement statistique, ça change rien. C'est simplement que l'encaissement viscéral irrationnel qui va changer quelque chose en fait. Moi je suis d'accord aussi avec ce que Renaud dit, c'est que tu te sens toujours préparé, oui j'en ai conscience, mais quand tu le vis vraiment, tu dis ah bah en fait là j'ai repris un nouveau niveau de conscience. Tu vois. Et ça a changé un peu ta pratique ? Oui si, ça a changé ma pratique effectivement, d'une manière, je prends beaucoup plus de marge, j'y vais plus doucement, plus lentement, beaucoup plus lentement qu'avant. Ah oui, c'est quelque chose d'important parce que ça montre fondamentalement. Donc pour ceux qui ne savent peut-être pas exactement de quoi on parle, enfin, t'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais il faut dire que tu as fait un petit nirmis, quoi. On peut aller voir sur Birds ma vidéo. Je refais un petit parallèle. Birds, c'est Base Incident Report, je sais plus quoi. Debrief and Safety. Debrief for Safety. Thank you very much, my English is bad. C'est une vidéo comme la BFL parle de la mortalité et donne en fait un listing. Birds, c'est une vidéo où les gens devraient débriefer pour dire ben voilà ce que j'ai fait en vidéo, c'est pas bien, ça a coûté d'accident, dans quelles conditions. En fait, en gros, c'est pas une fatalité, c'est tout ce qui est accidentogène et les incidents. D'apprendre des accidents. Voilà, malheureusement, c'est. L'objectif de Bird, c'est d'apprendre des accidents, d'apprendre aussi des accidents qui tuent pas les gens. Voilà. Alors, l'effet pervers de ça, et c'est pour ça que ça mériterait, si les gens veulent vraiment avoir une vraie discussion technique, c'est que c'est devenu presque l'inverse, c'est devenu l'antichambre de je montre le truc le plus hardcore. Ouais. Et en fait, c'est devenu. Et j'ai survécu à ça, tu vois. Ah non, mais c'est un truc de fou furieux quand tu réfléchis. Ouais. Et donc, pour revenir dans ton cas, donc Birds, on peut voir son accident sur Birds.
Donc ce que ça dit, c'est que moi j'avais une progression certainement très rapide, trop rapide. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails non plus, mais parce que tout a été décrit là-bas. Mais en gros, je suis allée sur un saut sur lequel j'étais pas préparée mentalement, où j'avais pas l'habitude de ce type de visuel et comment dire, bref, ça s'est mal passé, j'ai sauté. Les visuels m'ont impressionné, j'allais taper, mais j'ai eu la lucidité d'ouvrir. Eu la lucidité d'ouvrir. Pile au bon moment. Ça s'appelle le neurone de protection. Voilà. Ce qui connecte, ça part. C'est important. Et pour moi, c'est vrai que je me voyais morte, j'étais sûre que j'allais taper, que c'était fini. Elle a tapé d'ailleurs. Et j'ai tapé plusieurs fois. Donc première fois, je me dis bon voilà, c'est trop tard, c'est fini. Mais bon, heureusement le parachute il s'ouvre juste à temps. Je tape, pas trop fort. Je me dis oh putain, je suis encore vivante. Mais là, je continue à dégringoler de la montagne pendant 10 longues secondes. Et là, je me dis bon en fait, ça va se terminer maintenant. Je vais taper un autre caillou ou quelque chose. Donc bon, j'ai clairement vécu. Pour moi, je me suis vue mourir. Et ce qui a forcément, comme tu dis, changé ta pratique. D'ailleurs, en parlant de ça, même si ça pourrait être un podcast en lui-même, c'est pas du tout un procès d'intention, loin de là. Il y a des gens qui ont tendance à pousser en disant ça va bien se passer, allez-y, vas-y, fais. Et d'autres, en fait, ils deviennent presque chiants en disant freine. Tu vois, et est-ce que justement, tu avais conscience des gens qui te freinaient ou pas du tout, ou ce que tu écoutais, ou t'en avais rien à foutre, ou enfin, j'en sais rien. Alors pourquoi je suis allée sur ce saut, c'était. Alors clairement, c'était une mission qui me plaisait beaucoup, parce qu'en fait, c'était un saut où. Il y avait beaucoup de marches, c'était une nuit en montagne aussi en Norvège, c'était un très beau saut et toute la mission me plaisait, avec des amis, c'était cool. Enfin, j'étais vraiment j'étais motivée pour faire en fait ce saut. Ensuite, non, clairement, j'avais pas conscience que c'était en fait au-dessus de mon niveau à ce moment-là et que j'avais eu aussi jusqu'à présent, on va dire, que des sauts où ça se passait bien et que techniquement, je pense que j'aurais pu le faire si le mental avait suivi. Enfin, si j'étais préparée tout simplement. C'est plus mental que physique. Si j'étais préparée à ces visuels-là, je pense que j'aurais pu le faire, mais effectivement, c'était bien trop tôt dans mon évolution. Mais c'est très difficile de le savoir. C'est impossible de le savoir avant, sinon personne ne mourrait de facteur humain. C'est le rôle du mentor ou le rôle des gens qui sont plus expérimentés de freiner quelqu'un, quitte à ce que la personne se sente un peu insultée. Le moment où ça t'est arrivé, c'est un moment où tu te considérais déjà comme base jumper autonome, capable de faire ses propres choix finalement. C'était le cas, oui, bien sûr. Oui. Donc c'est presque post-mentoring et là c'est plus voilà, des décisions personnelles. Et d'ailleurs, là on remet entre guillemets en cause toute ta pratique précédente à cause de cet événement-là. Alors que si ça s'était bien passé, on aurait dit qu'il y avait encore des casse-couilles qui essaient de te freiner. Voilà. Moi j'ai toujours cette réticence à juger sur un événement en fait. Oui, parce que a eu lieu, donc c'est voilà, c'est ça. Et il y a un biais cognitif où il y a des gens qui sont peut-être passés 3, 4, 5 fois à 2 doigts de taper et qui ne sont jamais remis en question parce qu'ils n'ont pas eu l'impact réel et qui avaient des pratiques beaucoup plus dangereuses et inconscientes que toi. Et finalement, il y a aussi une part dans tout ce qui se passe de pas de bol, de la fatigue, de machin, de trucs. Et c'est peut-être un peu facile aussi de tout remettre en question. Après, la remise en question que toi tu subis, elle est évidemment émotionnelle en fait. C'est parce que tu l'as vécu dans ta chair. La blessure, le machin, que psychologiquement même t'es plus en possibilité de reforcer autant que t'as forcé avant quoi. Oui, mais il y a une part aussi d'irrationnel. Voilà, c'est ça, bien sûr. Complètement. Ouais. Complètement. Et c'est aussi là où ça devient sketchy, c'est que cette appréciation de la dangerosité nécessite bien sûr une très forte expérience que tu n'as pas par définition quand tu découvres un nouveau spot, mais il y a aussi les spots en eux-mêmes qui peuvent être piégeux. Et même un expert en base, s'il n'avait pas le bénéfice de ce que la communauté apporte sur l'aérologie, sur les conditions particulières, sur la dangerosité des posées sur lesquelles il vaut mieux pas s'orienter, et en fin de compte, on se blesserait régulièrement. Parce que personne n'est assez bon pour découvrir un spot et faire mieux que des gars qui vivent sur place. C'est pour ça que c'est comme quand on disait choisir le FJC en consultant plein de gens, c'est mieux. Aller sur un nouveau spot en consultant plein de gens, en consultant les données disponibles sur Internet, etc. Les locaux et tout, en fait, tu es plus fort à plusieurs, c'est certain. Hein. Quand tu t'isoles et que tu fais les choses dans ton coin, tu es ouvert à toutes les imperfections et à toutes les bêtises. Le haut de la chaîne alimentaire dans le base E, c'est ce que j'appelle moi l'ouvreur. Alors l'ouvreur en pleine conscience, parce que ça sous-entend qu'il a les capacités techniques à faire un saut que personne n'a fait, ce qui sous-entend déjà qu'il est autonome, et deux, qu'il a les capacités critiques, les connaissances, que ce soit météorologiques, aérologiques, et également
technique, plus le savoir-faire, parce que c'est important. Hein. Savoir la théorie mais pas être bon en pratique, ça ne marche pas. Et même ça, c'est relatif. Même ça, c'est relatif, mais ceci étant dit, l'ouvreur, les autres baseux sont des baseux, c'est pas un problème. Mais le haut de la chaîne alimentaire, parce que par définition, il doit bénéficier de toutes ces choses. C'est la plus pure forme d'autonomie finalement. Oui, c'est la plus pure forme d'autonomie. Mais il y a des mecs qui ont ouvert des spots et où c'était juste des kamikazes, ça ils avaient le quart du niveau nécessaire, bien évidemment. Et ça s'est bien passé. C'est l'esprit que c'est de l'esprit que je parlais et des habilités, des capacités. On va commencer par Mégane, mais pour vous, quel est l'avenir du mentoring? Je pense qu'effectivement il y en aura peut-être de moins en moins parce que les gens se disent non, j'ai pas besoin de te mentorer ou n'ont pas forcément l'envie de mettre du leur, sachant qu'il y a des FJC, donc des personnes le font. Après, il y aura quand même toujours du mentoring, comme dit, qui viendra par l'amitié si tu connais des personnes dans le milieu et qui ont aussi l'envie de transmettre et qui sont compétents, il y aura toujours du mentoring. C'est un peu l'objecteur de conscience, ce sera la némésis l'inverse de la FJC qui est tarifé et qui lui ramènera certains intéressés pour remettre les choses à place, c'est ça un peu Oui, tout à fait. Après, moi je pense que les deux peuvent travailler ensemble. Avec la FJC, tu commences, tu apprends les bases, mais effectivement, tu es loin d'être autonome ou de tout savoir quand tu sors de ta FJC. Donc après, effectivement, tu as besoin... Est-ce qu'il peut n'y avoir qu'un seul mentor? Ça, je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûre qu'une personne puisse être omnicompétente. Ouais, voilà, c'est éclectique. Ça, moi, j'aime ce côté éclectique, mais c'est très difficile. Voilà, je ne pense pas qu'une personne puisse être spécialisée dans toutes les discipline du base jump. Et puis il faut se rencontrer, partir ensemble, être synchro sur les emplois du temps, et voilà, chacun aussi sa vie. Voilà, exactement. Alors Arnaud, c'est quel avenir pour le mentoring? En fait, voilà, je suis partagé quand tu me poses cette question, parce que Victor l'avait très bien dit tout à l'heure. Il y a une espèce de constatation pragmatique sur l'évolution vers laquelle vont les choses, et vers le fait qu'il y a du business, il y a de l'argent, il y a du marketing, hein, et que naturellement, on imagine que de toute façon, ça va aller vers de la FJC plein pot, et que le mentoring restera une pratique un peu, je vais pas dire désuète, mais anecdotique. Maintenant, les dés ne sont pas encore jetés. Comme justement tout ceci n'est pas si carré, légiféré que cela, et bien peut-être que finalement le mentoring va avoir une petite poussée. Alors on va pas avoir la prétention de dire que cette vidéo elle va ouvrir des portes. Ça tient aussi qu'à la communauté et même à nous de faire vivre aussi le mentoring et de développer aussi peut-être ça et de donner aussi envie à des gens de découvrir par ce biais-là et peut-être aussi de donner envie à des personnes de donner un petit peu d'eux-mêmes et de leur expérience gratuitement ou bénévolement et pourquoi pas sur des outils à plus large diffusion avec du contenu internet ou des choses comme ça. Oui. Donc moi j'ai envie de dire qui vivra verra, mais je suis aussi conscient que tu peux rien faire contre un bulldozer quoi. Hein. Et la FJC dans l'allégorie c'est le bulldozer. Toi Victor? Mon avis c'est que la plus grande menace sur le mentoring c'est pas la disparition des mentors, c'est l'impatience. Voilà. Non, c'est l'impatience des élèves. L'impatience des élèves. Aujourd'hui, on le voit. Moi, j'ai des exemples qui me viennent en tête de gens qui ont fait la PAC ici, qui avaient accès à moi, même si je suis parfois difficile d'accès, à toi, à Mégane, parce qu'ils savaient que ce qu'ils faisaient, c'était un peu de la merde, entre guillemets, et qui ont, à Sanso, acheté un FJC sans le dire à personne. Ouais. Et on a découvert sur Instagram qu'ils faisaient du base jump, et ils ont été capables de se protéger de toute forme, finalement, de mise en garde, en fait. Ils voulaient même pas entendre la petite voix de l'ange qui lui dit « Prends ton temps, attends encore un petit peu, etc. » Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir mettre sur Instagram qu'ils ont fait leur base jump et en fait ils se protègent presque de nous qui pourrions leur donner des conseils pour faire ça mieux. Vraisemblablement, le mentoring, en fait, ça n'intéresse plus les gens. Donc, tu as compris, en fait, le moteur du mentoring, c'est la précarité. C'est les gens qui n'ont tellement pas de thunes. Voilà. les seuls qui continueront à se faire mentorer, c'est ceux qui n'ont pas la thune. Voilà, et puis, en fait, les gens, ils veulent faire leur pack pour ceux qui font du parachutisme et qui arrêtent au bout de 15 sauts. Et ils veulent faire leur FJC, voilà. Ça représente tellement une masse colossale que le mentoring, ce sera 10% de mecs soit trop radins, un peu spirituels et qui veulent commencer le Belgium de la manière la plus pure. Quoi. Voilà. Avant qu'il ait FJC existe, les gens trouvaient des mentors. Oui, voilà. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Et parce que finalement, les gens qui accédaient à la discipline, c'était ceux qui étaient vraiment motivés. Oui. C'était ceux qui se battaient pour ça. Et là, maintenant, c'est ceux qui ont vu sur Instagram et qui veulent poster eux-mêmes. Et donc, en fait, 99% des gens vont commencer la FJC et n'auraient même pas envie d'être mentorés gratuitement, en fait. Ils n'auraient même pas envie de devoir se caler sur l'emploi du temps de leur mentor pour aller organiser un trip à un pont, etc. Pousse plus loin avec le tandem base.
Et Oui, bien sûr. On est dans le consumérisme Ouais, absolu. voilà, c'est ça, bien sûr. On va très loin. Pour moi, la vraie menace, en fait, c'est l'impatience des gens. Faut dire ce qui est. Toi, tu t'aurais pu, dans une autre vie, devenir instructeur base jump rémunéré. Seul frein à ça pour toi, c'est une répulsion envers la rémunération, envers l'argent. Sachant que j'ai eu des instructorats très techniques dans des disciplines qui étaient presque même plus engagées que le base jump d'une certaine manière professionnellement. Ce qui fait que tu sais ce que c'est l'instructorat, ça demande une sélection et ça demande un temps de fou. C'est pour ça que justement, on n'avait pas parlé, mais de l'autoproclamation des gens qui le sont, même s'ils ont quelques disciplines à côté. Techniquement, pour avoir des notions de facteur humain, d'avoir des notions de technicité, de compréhension aussi de l'humain, parce qu'en fait, le bon mentor, comme le bon instructeur, c'est celui qui sait lire, bon, on ne va pas faire tout le cours dessus, mais celui qui sait lire l'élève, façon de parler, et parler dans son langage. Sans cela, en fait, c'est un manque de pédagogie. On n'est pas rageux d'une FJC, on n'est pas rageux de leur argent, on n'est pas rageux de tout ça, on n'en a rien à foutre, en fait. Réellement, on a accompli les choses, on développe même, on fait avancer la discipline comme on peut le faire. Mais on n'est pas avare en conseil, on n'est pas avare et surtout ça ne coûte rien, ça veut dire par définition, ça ne rapporte rien. C'est-à-dire que ce que nous donnons, c'est totalement désintéressé, enfin je pense désintéressé. Si ce n'est par instant, bien évidemment, le petit côté de l'ego qui aime bien se faire frotter, ça c'est une chose, mais quand tu es assez intelligent, tu prends du recul. Ça s'appelle l'âge ou la sagesse. C'est jamais désintéressé, mais il y a des intérêts qui sont plus nobles que d'autres. Moi, voilà, le base jump, c'est un chapitre extrêmement important de ma vie. Quand je discute... J'ai 30 sauts. J'ai 30 sauts quand même. C'est pas grave, c'est une intensité. Ah, tu veux dire que tu l'as vécu de manière très intense et voilà, c'est un accomplissement. C'est ça, si à un moment on me demande, je sais pas, cite-nous les 2-3 trucs les plus dingues que tu as fait de ta vie, ou cite-nous les 3 meilleurs kiffs, ou cite-nous... Bah, le base, il va sortir régulièrement. Donc voilà, pour moi, c'était une expérience extrêmement importante dans ma vie, et puis qui, jusqu'à présent, fort heureusement, m'a apporté que du bonheur. Mais vraiment, un bonheur... des sensations intenses. Non mais c'est vrai, pour moi c'est une expérience intense. Forcément, parler de ça avec même quelqu'un que je connais pas hyper bien, mais avec qui tu échanges, avec qui tu as un sujet de discussion, parler avec ça, c'est un plaisir. Ça me fait plus chier de parler, par exemple, de mon boulot à quelqu'un qui est curieux, alors que j'ai déjà une journée de merde, j'ai pas envie de lui raconter, tu vois. Alors que si quelqu'un me veut discuter avec moi de base jump, en même temps que je parle de base, je souris, tu vois, parce que je kiffe, tu vois. Donc c'est un bénéfice, c'est un bénéfice secondaire en soi, mais c'est quelque chose qui est sain, parce que tu prends du plaisir à discuter de ça. Il y a un apprentissage autour du bass aussi, c'est un vrai débat sur le bass, il faut vraiment parler parce que c'est intéressant en fait à comprendre. Je pense que ça méritera un podcast. En tout cas, pour moi qui fais aussi de l'apprentissage, disons, dans d'autres disciplines, pour moi, hein, c'est personnel, c'est aussi un plaisir de transmettre et d'apprendre. Donc la question c'est juste, on fait rien pour se faire chier, tu vois, si t'es pas sadomaso, tu t'amuses pas à te flinguer le doigt avec un marteau pour le plaisir. Donc tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on y trouve un intérêt et parce que quelque part on va recevoir une récompense ou un bénéfice. Donc rien n'est vraiment désintéressé. Oui, c'est le plaisir d'enseigner. Voilà, là on revient sur une sémantique, mais ça c'est... Non mais c'est une sémantique qui est importante. C'est un débat philosophique. Tu peux le faire pour une raison plus noble qu'une autre. Si à un moment tu te dis, bah moi c'est pour la thune, parce que moi bro c'est la thune, c'est peut-être un peu... One life bro, machin, moi c'est la thune, c'est un peu moins noble que si tu prends du plaisir à échanger, à transmettre sur une discipline, etc. Ça je comprends, mais on revient sur le débat philosophique qui te dira, pour un matérialiste ou un nihiliste, il n'y a que le matériel, il n'y a que la thune, donc par définition, pour lui, ça sera noble. Mais il y a plein de gens qui aiment le sport, qui aiment en parler, qui aiment transmettre et qui ont un plaisir à donner, comme tu disais tout à l'heure, des renseignements gratuits, des conseils gratuits avec de la bienveillance, tout simplement parce qu'en fait, ils kiffent la discipline et qu'ils aiment faire ça. Bah, si on devait conclure, avant de réserver votre FJC, parlez à 2-3 personnes comme ça. Voilà. Après, juste pour revenir dessus, c'est que... Non mais ça va être rapide, c'est comme dit, il faut parler aux gens, et il y en a plein qui veulent transmettre, qui sont heureux, qui aiment ça. Mais du coup, comment est-ce que tu arrives à définir à qui c'est qu'il ne faut pas écouter? Très difficile. Et voilà. Alors, sur les guignols. Il y a une part de bon sens, tu vois. Il y a une part de bon sens. Sûr, en réalité, on passe notre vie à demander des conseils à des gens qui savent mieux que nous dans tout, et on s'en rend pas compte. Et quand tu crois que tu t'y connais, bah répare ta bagnole tout seul au lieu de la mettre chez le garagiste, tu vois. Fais ton pain toi-même si tu es boulanger, tu vois. Mais en réalité, bah il y a aussi un moment un peu de bon sens quand tu parles à quelqu'un qui t'inspire confiance, que tu vas allumer un peu les neurones et allumer un peu ton sens critique, et que tu vas peut-être comparer un peu à côté, prendre 2-3 sons de cloche. C'est très important ça. Pour répondre à ta question, selon moi, c'est en multipliant les canaux. Si 80% des gens te disent la même chose et 20% des gens qui en plus te vendent du matos et te vendent une FJC disent l'inverse, bah peut-être que en fait là il y a l'argent et là il y a juste le bon sens. C'est pas toujours la quantité, mais en effet voilà, il y a cet esprit bon sens. C'est-à-dire le mec qui dit moi je suis un pro du bass, je peux tout enseigner, il n'y a pas de problème. D'ailleurs si tu veux j'ai une formule tout en un machin. Bah tu peux être libre de dire quand même ce gars-là il a quelque chose à vendre. Hein. Il est peut-être très bon.
mais il a aussi quelque chose à vendre. Il faut balayer à spectre large, comme tu l'as dit. Balayer à spectre large et garder les neurones un peu allumés et ne pas se laisser séduire par, comme tu disais Victor tout à l'heure, la facilité d'un chemin qui t'emmène vers ta vidéo Insta où tu peux claquer des vues parce que je l'ai fait, et avoir juste cette intelligence et ce recul de prendre les choses au sérieux et de réfléchir un peu. Tu confies ta vie et le rêve de ta vie à quelqu'un, quoi. C'est choisis bien cette personne. Pour quelle raison merci. Alors déjà, on va commencer aux ceux qui ont participé à cette interview, donc à Victor, à Renaud et à Megan. Merci d'être présents. Déjà aussi en plus, finalement, c'est des liens d'amitié, donc aussi merci d'être dans ma vie. Et j'espère que vous arrivez à sentir cette authenticité dans nos dires et qu'il y a vraiment, je pense, de l'altruisme et du désintéressement dans ce que nous faisons. Enfin, j'espère en tout cas. Donc merci à vous d'être présents, merci à vous d'avoir joué et d'être intervenu. J'espère que vous avez pu vous exprimer sur tout ce que vous vouliez dire. Merci à Loïc, vraiment un grand merci parce que sans toi, ce serait totalement impossible. De cette qualité-là en tout cas. La vidéo n'est pas encore sortie, on en parle. On va s'y attendra, mais en plus tu es quelqu'un qui est très intéressant. Quand on s'est rencontrés, tu avais dit que je voulais faire raconter ta vie, déjà est très intéressant, de la manière dont tu veux évoluer, tout ce que tu as fait. Et ton envie aussi de faire du base jump au final, parce que si je suis interviewé, c'est que tu as aussi eu l'idée du base jump. Et tu avais dit, moi j'aimerais donner la parole aux gens et faire vivre ça aux gens. Merci pour tout. Je voudrais remercier d'ailleurs encore une fois le CERP Alsace, parce que on est des parachutistes et c'est quand même... le meilleur centre de France. C'est à Strasbourg que moi je suis né dans le parachutisme, que je pense que tout le monde est né ici dans le parachutisme. Toi aussi Loïc. C'est une famille. Comme notre famille a des distensions, mais ça reste une famille. Et un très grand merci, parce que ça me tient vraiment à cœur, c'est le musée qu'on a, on a la chance de pouvoir bénéficier de ce fameux lieu, que je vous encourage à visiter. Il est gratuit, malheureusement on peut que afficher 20% de ce que nous avons. On a des matos de Doug, on a tellement de belles choses. On a une wingsuit qui est fait totalement en peau de bête, d'ailleurs c'est un projet qu'on veut faire avec Loïc qui s'appelle le Primitive Fly. Bon, je m'étais cassé la jambe donc on a un poil de retard. Donc merci beaucoup au musée parce que je suis amoureux de ce musée. Et j'essaie de mettre d'ailleurs l'histoire du base jump dedans. J'espère qu'un jour on aura un vrai local pour pouvoir l'afficher. Parce que le devoir de mémoire c'est important et le base jump au bout de 3 ans. Et puis voilà, merci à tous. Si un jour vous aimez, dites à Loïc parce que ça passera à travers lui. Toute cette vision, c'est un mec génial là-dessus. Loïc Vision, justement, ça tombe bien. On pourra peut-être faire d'autres choses qui parleront beaucoup plus philosophiques, beaucoup plus techniques. Parce que là on a donné quand même un cadre général. Merci à toi Yann. Merci Yann. Pour le podcast et pour tout le reste.